Siemens Alstom ou l'avenir industriel de l'Europe? Est-ce qu'il faut eh bien, empêcher cette fusion? Et puis, il y a toujours la crise des Gilets jaunes avec la sortie que tout le monde essaye d'imaginer. Et c'est un référendum qui aujourd'hui eh bien, est sur toutes les lèvres. Le mot référendum, c'est avec Louis Alliot qu'on en parle ce matin, qui est député des Pyrénées-Orientales du Rassemblement national. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Alors, la Commission n'a pas encore prononcé son verdict, mais normalement, elle devrait dire non, cette Commission européenne, à la fusion entre Alstom, un Français, et Siemens, un Allemand, en vue de créer ce qu'on appelle un Airbus ferroviaire. Vous êtes contre? Vous êtes pour cette décision? Oui, exactement. D'empêcher la fusion. Pour une fois, nous sommes pour la décision de la Commission. Mais pourquoi alors? Parce que Alstom avait son propre savoir-faire, ses propres marchés. Et je ne suis pas persuadé qu'en s'alliant à Siemens, il retrouve l'entière capacité qu'il avait auparavant pour développer des projets, pour développer de l'innovation et pour gagner des marchés. Je ne crois pas. Je pense que les Allemands sont en matière d'affaires très durs, un peu prédateurs, et que nous aurions eu tout à y perdre. On se serait fait absorber? Oui, je pense, avec des dégâts pour les emplois. Hein. Mais alors l'Europe a du bon alors de temps en temps. La Commission européenne. Là pour le coup, c'est vous êtes à front renversé. Oui, exactement. Là, c'est assez curieux, mais j'ai vu que Monsieur Le Maire, ministre d'économie, lui était farouchement opposé en faisant croire que les Chinois allaient nous concurrencer sur le train. Oui, alors c'est la crainte de beaucoup de gens. Hein. Oui, enfin, d'ici que les Chinois fabriquent des trains aussi, j'allais dire, modernes et avec le savoir-faire que nous avons en matière de ferroviaire. Ils y arriveront un jour, sûrement. Mais c'est à nous aussi à progresser, à faire de la recherche, de l'innovation pour être toujours en tête de ce marché-là. Il n'y a aucune raison, alors que nous avons été des pionniers, à ce que nous laissions damer le pion par les Chinois ou même par les Allemands. Oui, mais la concurrence chinoise est quand même rude. Le Figaro, ce matin, fait la une avec Huawei, puisque c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Bon, alors là, on est dans les télécoms, mais c'est une concurrence féroce, quoi. Ah ben c'est féroce, parce que le pays est immense. Il ne faut pas s'y préparer à ça. Le pays est immense, mais vous ne pouvez pas... Mais l'Europe, elle sert à ça aussi, non? Elle devrait servir à ça, mais en fait, elle ne sert pas à ça, puisqu'elle ne protège pas du monde extérieur. Elle a ouvert ses frontières, elle fait des traités de libre-échange, et nos services, nos industries, notre agriculture se retrouvent en concurrence avec la planète entière. Si c'était un marché protégé européen, on pourrait peut-être envisager, il faudra de continuer à nourrir des coopérations. Mais là, l'Europe a abdiqué ce pourquoi elle a été constituée au départ. Un espace économique européen, c'est-à-dire qui se protège de l'extérieur. Là, aujourd'hui, on est ouvert vers le monde et on en paie... Et en s'alliant, on ne se protège pas. Mais ça dépend dans quel domaine. Là, pour le coup, on ne se protège pas. Mais il y a d'autres domaines où peut-être nous nous protégerions plus facilement. Mais vous pensez à l'immigration, notamment. Exactement. Mais c'est pas fait là non plus. Et on est toujours tributaire de ce que font les autres pays. Et la meilleure manière d'être sûr au moins de ce qui se passe, c'est de contrôler ce que nous savons faire en premier. Alors le Rassemblement national n'est pas prêt de nous... plutôt nous surprend plus d'une fois. Hier, il y avait le vote en première lecture à l'Assemblée nationale d'une loi dite anti-casseurs. Et le Rassemblement national, qui est plutôt un parti d'ordre, dit pareil, atteinte aux libertés publiques. Parce qu'il y a des principes, et puis il y a l'application des principes. Les lois, elles existaient. Vous avez peur que ça s'applique à vos militants? Non, parce que nos militants, ils ne vont pas casser dans les manifestations, pas plus des Gilets jaunes que d'ailleurs. Mais je veux dire, il y avait des textes déjà qui permettaient d'aller arrêter les casseurs. Et je veux dire, c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans qu'à Paris, dès qu'il y a une manifestation, ça part en violence et toujours par les mêmes. Alors, il faut peut-être prendre la mesure de la chose. Mais ça existait déjà. Et si, en fait, là, le gouvernement tente par une loi de circonstance de masquer son échec dans le maintien de l'ordre et même dans la détection de ceux qui viennent pour casser et pour semer la perturbation. C'est une loi liberticide, c'est un mot qu'on retrouve La liberté souvent. de manifester est un droit fondamental. Voilà. Si on y touche, on prend des risques pour l'avenir même, et je pense que l'arsenal juridique était déjà en place. Oui, bien sûr. Mais comme dans beaucoup il suffit de donner les ordres et d'appliquer les lois en France. Il ne faut pas refaire des lois. Appliquons les lois qui existent déjà et vous verriez que dans beaucoup de domaines... Y compris l'immigration?
Ben, là, on est tributaire un peu de la législation européenne, mais je pense que si nous développions notre arsenal juridique national en matière d'immigration, on arriverait évidemment à contenir le flot qui nous arrive et même à avoir des coopérations pour permettre à certains de repartir dans leur pays d'origine. J'en parlais en introduction, Louis Alliot, on parle beaucoup du référendum pour sortir de cette crise des Gilets jaunes. Sur le principe, vous êtes pour ou contre ? Nous sommes les premiers à avoir défendu l'idée même d'une république référendaire. Oui, mais pour le moment, ça a l'air... le référendum est inscrit au même titre que la démocratie représentative dans la Constitution française. C'est un peu l'ADN de la Ve République, avec ce qu'a voulu le général de Gaulle. Il serait quand même étonnant que les gens soient contre le référendum. Alors vous êtes pour, là, l'organisation d'un référendum ? Pour le référendum. C'est un moyen de sortie de la crise ? Je ne sais pas si on sortira de la crise, mais c'est un moyen de passer au-dessus d'un certain nombre de blocages pour imposer des décisions notamment institutionnelles. Marine Le Pen a dit que c'était une manœuvre de la part du pouvoir exécutif. Oui, mais il y a toujours une manœuvre dans un référendum. Ouais. Mais on voit bien que M. Macron essaye de se sortir de l'impasse dans laquelle il était par le biais de ce référendum. Et très certainement dans ce référendum, il devrait y avoir la réduction du nombre de députés, la proportionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est aujourd'hui soutenu par une majorité de Français. Alors, justement, est-ce qu'on peut organiser un référendum à questions multiples ? Est-ce que la Constitution l'autorise ? J'espère, oui, qu'on peut le faire. Oui. Mais il faut le faire, à votre avis ? Moi, je pense qu'il faut le faire. Avec mais des questions nous n'avons pas la tradition de ce référendum à questions multiples. Ça serait une nouveauté. Oui, mais il faut avoir de la pédagogie, il faut du temps, il faut expliquer, il faut un débat. Et moi, je souhaite que s'il y a un débat sur ça, ce soit un débat comme il y a eu sur la Constitution en 2005, où toutes les formations politiques et tout le pays étaient en effervescence et en débat sur ces questions particulièrement importantes. Alors, un référendum à questions multiples, ça veut dire qu'il y a des questions d'ordre institutionnel, comme vous le disiez, avec introduction de la proportionnelle, réduction du nombre de parlementaires, enfin bon, mais aussi des questions d'ordre économique et social. Moi, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. On ne peut pas faire les deux. Moi, je pense que la priorité, c'est quoi ? Moi, je pense que ce sont les institutions et le rééquilibrage des institutions. Mais pourtant, tout part quand même trop d'impôts. Oui, d'accord, mais les impôts, vous ne les réglerez pas par une question référendaire. Vous les réglerez par un pluralisme de gens qui siègent à l'Assemblée nationale et qui prennent les bonnes décisions au sein de l'hémicycle. Oui. Parce que si vous dites une question, oui, voulez-vous moins d'impôts ? Je pense que les Français vont répondre, oui, nous voulons moins d'impôts. Oui. En notant quand même que le mouvement des Gilets jaunes s'est constitué effectivement contre un ras-le-bol fiscal et que vous avez vu que depuis une semaine, on parle de réduire les niches fiscales, ce qui serait augmenter les impôts. On parle d'augmentation des produits alimentaires, d'augmentation de l'énergie. Bref, on a pris encore une fois les Français pour des imbéciles. Il ne faudrait pas que nous soyons allés vers un débat où M. Macron fait son show habituel pour que derrière il y ait une énorme frustration qui se termine par de la violence et des mouvements de rue. Alors au Rassemblement national, je note avec Louis Alliot qu'on est pour ce référendum à questions multiples et qu'on est d'abord pour des questions d'ordre institutionnel. Nous sommes pour les référendums, où qu'ils soient. D'accord. Quelle que soit la question, car la souveraineté du peuple, elle ne se divise pas. Question de méthode. On fait ce référendum, on dit voilà, on introduit la proportionnelle par exemple. Il faut voir à quel... Vous êtes pour la proportionnelle intégrale. Oui. Une fois qu'on a dit ça... Avec correctif majoritaire. Une fois qu'on a dit ça, il faut changer la Constitution. Donc si on introduit la changer. Oui, par une loi, c'est vrai, par une loi ordinaire. Oui. Et à ce moment-là, on dissout l'Assemblée nationale pour revenir. Oui, mais on aurait pu pour tenir compte de cette. Mais si vous voulez, on aurait pu éviter ces 6 mois de non-décision de l'État, parce que l'État est bloqué, parce qu'il ne peut prendre aucune réforme d'envergure aujourd'hui. Sinon, se mettre encore des gens à dos. On aurait pu, les chambres auraient pu débattre de ça, voter la proportionnelle et dissoudre l'Assemblée derrière pour repartir avec une nouvelle Assemblée. On aurait pu faire ça. Mais on peut le faire après le référendum. Vous demandez à ce qu'on dissout l'Assemblée alors. Mais moi, je suis pour la dissolution, car elle ne représente pas l'état réel des forces politiques dans notre pays. C'est un problème. Pourquoi il y a autant de gens dans les rues ? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'Assemblée ou dans les institutions, et que les gens en qui ils se reconnaissent, ils sont, mais d'une manière marginale. Est-ce que c'est normal qu'une candidate qui a fait 11 millions de voix à la présidentielle ait 7 députés à l'Assemblée ? Voilà une bonne question. Donc je retiens qu'on fait un référendum, si les Français disent qu'il faut introduire la proportionnelle, après quoi on dissout l'Assemblée nationale, c'est un peu la méthode que vous préconisez. Nous sommes de toute façon favorables à la dissolution de l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Ça ne vous gêne pas que ce référendum, s'il a lieu, il n'y a encore rien de fait, il ait lieu le jour des élections européennes ? Oui, ça c'est un problème. D'abord, un problème de temps. Parce que s'il décide de faire un référendum fin du mois de mai, ça laisse peu de temps pour les questions, pour débattre. Et le débat sur les questions référendaires, nécessairement, feront oublier le débat sur le fond et sur l'Union européenne. Donc on ne peut pas faire les deux en même temps.
Donc vous êtes contre l'organisation au même jour? Le même jour, on peut faire après, mais je pense qu'on ne peut pas faire en même temps. Avant l'été? Moi, je préférerais à la rentrée 2019, plutôt. Mais voilà, c'est le chef de l'État qui, malheureusement, en la matière, a le choix de la date. Alors, on voit qu'il y a la crise des Gilets jaunes qui n'est pas éteinte. Et néanmoins, dans les sondages, le président de la République, s'il y a des élections européennes, en termes d'intention de vote, d'abord sa popularité remonte, mais en termes d'intention de vote, il continue la course en tête quand même. Non, le dernier sondage, c'est... Le dernier sondage, c'est plus serré, coude à coude. Mais vous avez quand même... On pensait que vous feriez largement la course en tête, là. Non, vous savez, nous, on est en tête, dans le dernier, on est en tête, mais il y a le problème des Gilets jaunes a divisé fondamentalement le pays. On a divisé le pays. Il n'a pas divisé le Rassemblement national. Non, là pour le coup, il n'a pas divisé le Rassemblement national, il a divisé le pays. Et donc on se retrouve avec un bloc pro-Macron, avec des gens qui viennent de droite et de gauche dans ce bloc-là, et un bloc d'opposition dont nous sommes la force principale aujourd'hui, le Rassemblement national, sur des schémas de société différents, sur des schémas économiques différents, et sur une conception de l'Europe, j'allais dire, qui est un vieux schéma, celui-là, c'est-à-dire les tenants de l'Europe de Jean Monnet avec M. Macron, et les tenants de l'Europe des nations du général de Gaulle avec nous. D'accord, vous êtes c'est vous qui tenez le flambeau de l'héritage gaulliste, alors? En matière européenne, assurément. Ça me paraît évident, moi. Et depuis longtemps déjà. Car la coopération des nations et, j'allais dire, l'Europe des nations ou l'Europe des patries, c'est quand même nous qui avons toujours défendu ce point de vue-là. C'était ce que défendait à l'époque le RPR, qu'il ne fait plus depuis bien longtemps. Mais on voit aujourd'hui, ce qui reste, c'est nous qui défendons cette conception de... Alors justement, quand on est un peu observateur de la vie politique, ce qui est un peu mon cas, on voit que vous avez changé d'attitude, de ton, de logiciel aussi, puisque maintenant vous n'êtes pas pour la sortie de l'euro, ni pour la sortie de l'Europe. Et on a l'impression que l'opération consiste à aller absorber les Républicains qui ne sont pas dans un état de forme extraordinaire. Mais s'ils ne sont pas dans un état de forme, il faut qu'ils s'en prennent qu'à eux, pas à nous. Nous tenons compte de ce que nous ont dit nos compatriotes pendant l'élection présidentielle et pendant les élections législatives. L'euro est un problème économique pour la France, pas pour l'Allemagne, mais pour la France. Et la question de la monnaie se posera très certainement dans les années qui viennent. On voit que l'Italie commence à bouger sur ce sujet-là. Donc voilà, tout est sur la table, mais deux conceptions de l'Europe s'affrontent. Les Républicains ont choisi l'Europe de Mme Merkel, de M. Weber, du PPE européen. Et donc, je ne vois pas comment ils pourraient continuer à faire ce grand écart avec, comme candidat, un candidat qui peu ou prou essaie de défendre, j'allais dire, la France un peu souveraine dans l'Europe, et puis un groupe PPE et un mouvement qui défend une intégration totale de la France dans l'Europe. Monsieur Bellamy, qui a été choisi pour conduire la liste des Républicains aux Européennes, ne vous inquiète pas? Honnêtement, non. Voilà, il est le candidat des Républicains, il essaye de faire avec les contradictions de son mouvement, et surtout son second et son troisième de liste, qui sont des gens qui ne pensent pas du tout comme lui en matière européenne. Ils essaieront de mixer tout ça. Mais moi, je sais très bien qu'en matière de politique, quand vous faites trop le grand écart, vous n'arrivez pas à convaincre beaucoup de monde. L'avenir politique français, il se joue entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Je pense qu'on est au début d'une recomposition politique beaucoup plus large, que les élections européennes en seront, j'allais dire, un élément déterminant, et que tout se joue entre deux blocs, ceux qui veulent l'Europe fédérale, l'intégration totale de la France, comme M. Macron et d'autres, et puis ceux qui veulent défendre les souverainetés et la coopération entre les nations en Europe. C'est un projet européen, mais de coopération, et là nous nous retrouvons avec d'autres personnes politiques. Comme Jean-Luc Mélenchon? Comme M. Dupont-Aignan ou comme d'autres à LR, Jean-Paul Garot qui nous a rejoint, M. Mariani qui nous a rejoint, et bien d'autres. Jean-Luc Mélenchon, non? Mais Jean-Luc Mélenchon est très ambigu ou ambivalent sur ce sujet-là. Il critique beaucoup le système économique, mais enfin on voit bien aujourd'hui qu'il est plus dans la provocation, on va dire, stérile, plutôt que dans la proposition. On est avec Louis Alliot, député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, et on continue avec Jérémy Pontieux qui vient poser vos questions, chers internautes. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Alliot. Bonjour. Alors première question dans le chat du Figaro.fr de Sich qui nous dit en quoi la réduction du nombre de députés va améliorer la représentativité des élus. C'est pas oui, mais ce n'est pas une représentativité territoriale, c'est une représentativité, j'allais dire, idéologique et politique. Or, les députés aujourd'hui, d'abord un député, ça vote la loi.
ça ne vote pas la loi des Pyrénées-Orientales et de Perpignan, par exemple. Ça vote la loi pour tous les Français. Donc il y a un minimum d'ancrage territorial, mais je regrette, le plus important pour un député, c'est de voter la loi expression de la volonté générale à l'échelle nationale. Et donc le pluralisme des opinions doit se trouver dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est la proportionnelle. Vous êtes, on sent là, dans le pouvoir exécutif d'ailleurs, qu'on recule un peu sur le non-cumul des mandats. On se dit c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça fait des députés ou des sénateurs hors sol. C'est pas tout à fait vrai. Regardez, moi je suis député des PO et de Perpignan. Je suis conseiller municipal de Perpignan dans l'opposition. Je sais ce qui se passe, je m'y intéresse. Vous pouvez tout à fait être un conseiller municipal et être un député. Ce que vous ne pouvez pas être, c'est maire et député ou sénateur. C'est bien, ça. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était bien parce qu'on ne peut pas être maire d'une grande ville notamment et être en même temps député ou sénateur. C'est pas possible techniquement parlant. Alors sur Twitter, je crois que c'est une question qui vous tient à cœur. La Cour des comptes préconise dans son rapport annuel de renforcer l'offre de soins en ville. Et L3ios nous dit, vu que les gens se rendent souvent aux urgences pour des soucis qui n'en sont pas, on pourrait trouver adossé aux urgences un cabinet médical normal. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou en tout cas une première piste? C'est en train, figurez-vous, d'être fait, peut-être pas à côté de l'hôpital, mais il y a des centres de santé qui sont en train de se créer un peu partout pour tenter de désengorger les urgences. C'est la bonne formule, ça, de créer des centres de santé? Oui, enfin, c'est la bonne formule. Si on forme des médecins aussi. On sait très bien le problème français qui fait qu'on a besoin de médecins, on n'en a pas, et donc on fait venir des médecins étrangers sans garantie totale de diplôme et de compétences. Donc moi, je préférerais qu'on ouvre le fameux numerus clausus. Ce qui va être le cas. Hein. Oui, je sais, mais pour former, on aurait dû le faire depuis bien longtemps, pour former des médecins, et qu'on élargisse l'offre de médecins, parce que je peux vous dire que notamment, on parle en ville, mais dans la ruralité, c'est catastrophique. Vous savez, moi je viens d'une petite ville qui avait, dans ma jeunesse, 1100, 1200 habitants, il y avait une dizaine de médecins. Aujourd'hui, il y en a 2. Voilà, et ça c'est la réalité. Pour le même nombre d'habitants. Exactement. Donc il y a une réduction dramatique, des rendez-vous à 2, 3, 4, 5, 6 mois, et notamment les personnes âgées sont très inquiètes de l'offre de soins qui est celle de leur territoire. Un nouveau rapport sur le permis de conduire devrait arriver dans les jours qui viennent et les premières pistes de réflexion qui ont été bruitées portent notamment sur l'agrément qui aujourd'hui deviendrait national au lieu d'être départemental. Steph nous dit aucune compassion pour cette profession, nous dit-il, les auto-écoles qui pratiquent des tarifs exorbitants. C'est scandaleux. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Je me souviens que les auto-écoles, je crois qu'en 2 ans, ils ont perdu 25% de leurs effectifs. Ils sont en train d'ubériser la formation à la conduite. On verra le résultat à l'arrivée sur les routes. Les auto-écoles ont un savoir-faire. Ce sont des gens qui connaissent leur métier. Et on dit que le permis coûte cher. Mais le permis coûte les heures de la formation qui sont, prodiguées par ces... Il y a des aides qui existent dans les régions. C'est pas vrai. Il y a des jeunes aujourd'hui qui bénéficient d'une aide régionale, par exemple, pour passer leur permis de conduire. Attention à la libéralisation de tous ces marchés, dont le marché de la conduite et de la formation à la conduite, parce que ça se paiera très cher ensuite sur les routes, avec des gens qui ne sauront même pas lire les panneaux et qui ont eu le permis de conduire, je ne vais pas dire d'un bonux, mais à Internet. Dans une pochette surprise. Question très locale. Le député LaREM Romain Gros veut un nouveau nom pour le département, le Pays catalan, et Louis se demande si vous y seriez favorable. Oui, Romain Gros, vous savez, il a beaucoup promis. Il avait promis un statut particulier, puis il est revenu dessus. Maintenant, il promet. Moi, je pense qu'on pourrait, les Pyrénées-Orientales, c'est vrai que c'est un nom un peu bizarre aujourd'hui, ça pourrait se transformer, non pas par pays catalan, il y a la Catalogne à côté et on pourrait faire la confusion. Moi, je suis plutôt favorable à Pyrénées catalanes. Voilà, les Pyrénées catalanes. Voilà, mais je veux dire, ou le Roussillon, tout simplement, car historiquement, ça s'appelle aussi le Roussillon, mais très honnêtement, je ne sais pas si c'est la question prioritaire aujourd'hui à la Pyrénées-Orientales. Je pense que le chômage est beaucoup plus prioritaire et l'insécurité, il devrait s'occuper de ça plutôt que du nom du département. D'ailleurs, dans votre département? Je crois qu'il y a 15% de chômeurs dans le département. Au-dessus de la moyenne nationale. Dernière question, c'est le Sénat qui s'oppose aux privatisations de l'aéroport de Paris, de la Française des Jeux, ça intéresse Lèche, qui nous dit tant que l'État s'occupera de la gestion d'entreprises comme l'aéroport de Paris, nous n'avançons pas vers une gestion dynamique profitable au pays. Il s'oppose un peu aux autres internautes qui justement disaient l'inverse. Vous êtes opposé aussi à il a tort parce que ce sont les seules entreprises qui gagnent de l'argent pour le coup. Elles sont gérées un peu par l'État, mais c'est le seul qui bénéficie. Donc il faut faire attention. Gardons celles qui ne sont pas déficitaires. Gérons mieux celles qui le sont. Et puis, j'allais dire, essayons de faire avec ce nouveau monde. Vous êtes contre la vente, vous, d'ADP Tout à fait. Et de l'ADP et de la Française des Jeux. Et de la Française des Jeux.
Parce que ça appartient au patrimoine français. Ça appartient au patrimoine français, et ça, aujourd'hui, j'allais dire, c'est bénéficiaire. D'accord. Alors pourquoi privatiser aujourd'hui quelque chose qui fonctionne? Il y a tellement de choses dans l'État qui ne fonctionnent pas qu'on n'est pas obligé quand même de privatiser ce qui fonctionne. Une dernière question, Abricot, qui nous demande si vous seriez pour donner un pouvoir judiciaire à la Cour des comptes, qui a épinglé un dérapage du déficit plus important que prévu en 2019. Elle dit faute de quoi ces observations sont prises par-dessus la jambe par les politiques. C'est vrai que tous les ans, dans le rapport de la Cour des comptes, il dit à peu près la même chose d'ailleurs. Parce que sinon, c'est le gouvernement des juges. Ouais. C'est aux électeurs à sanctionner les politiques qui ne respectent pas précisément, j'allais dire, la gestion des deniers de l'État. On voit bien que tous les gouvernements, maintenant, depuis 40 ans, ont toujours voté les budgets en déficit, pratiquement. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête et mieux gérer les deniers du budget de l'État. Malheureusement, c'est les électeurs. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, hein, on a les politiques qu'on mérite et les dirigeants qu'on mérite. Et l'examen de conscience, il n'est pas seulement pour les politiques, il est aussi pour les électeurs de savoir qui c'est qu'ils mettent en place. Parce qu'une fois qu'ils sont en place, comme M. Macron, eh bien pendant 5 ans, vous avez à vous les subir. Voilà, faut pas dire farcir. Merci Louis Alliot, merci de vos réponses. Merci à vous autres internautes qui avez posé vos questions via Jérémy Pontieux. Et puis à demain, si vous le voulez bien.